Bonjour! Tel qu'indiqué, à la fin de ma dernière capsule, je vais revenir dans celle-ci sur la distinction entre le domaine des faits et celui des valeurs. Pourquoi? Parce que c'est une distinction qui m'apparaît cruciale pour comprendre un point qu'on a tendance à oublier. La liberté et l'égalité, ce sont des considérations éthiques et politiques qui n'ont pas leur place dans les questions d'ordre épistémique. Alors, un des arguments qu'on peut retrouver contre la science consiste essentiellement à invoquer la liberté de croyance. Parfois, on invoque aussi l'égalité entre les humains. Alors, certains vont présenter la science comme une opinion parmi d'autres, ce qui, incidemment, est déjà problématique, parce qu'une opinion, c'est un contenu propositionnel. Or, la science, c'est une approche, c'est un ensemble de méthodologies, ce n'est pas un contenu propositionnel. On établit des contenus propositionnels en utilisant la science, mais il n'y a pas de contenu propositionnel fixe qu'on pourrait appeler la science. Alors déjà, ça c'est un point, mais passons. Comme je le disais, certains vont présenter la science comme une simple opinion et insister sur la liberté qu'on va avoir de se fier à autre chose qu'à la science. Il existe une variante de cet argument-là qui sert à soutenir une forme d'antiracisme autoproclamé, dans la mesure où il existe des cultures dans lesquelles on n'accorde pas la même importance à la science moderne que dans les cultures occidentales, et il ne faudrait pas considérer ces cultures-là comme inférieures aux nôtres. C'est ici que ça devient pertinent de rétablir la différence entre le domaine épistémique et le domaine éthique et politique. Le domaine épistémique, il n'en a rien à faire de considération comme l'égalité entre les humains, l'égalité entre les peuples ou la liberté de conscience. À moins d'admettre que la réalité dépend des choix humains, et j'ai consacré toute une série de capsules dans cette playlist-ci à montrer que personne ne soutient sérieusement ça, eh bien, on doit exclure ce genre de considération des discussions qui sont d'ordre strictement épistémique. C'est-à-dire que la dernière fois, j'ai défendu, ou du moins présenté le point de vue de Sam Harris selon lequel le domaine éthique et politique est en fait une partie du domaine épistémique. Mais quand on parle de discussions qui n'impliquent vraiment aucun aspect éthique et politique, c'est ce que j'appelle strictement épistémique, la liberté et l'égalité, ce sont des considérations qu'il faut exclure. Sokal et Bricmont donnent un excellent exemple pour illustrer la distinction entre les deux domaines autour de la théorie de l'évolution. Alors, sur le plan épistémique, la supériorité de la théorie de l'évolution par rapport au mythe créationniste est claire. C'est une théorie qui est solidement étayée et elle est, je vais reprendre ici les mots exacts de Sokal et Bricmont, elle est infiniment plus plausible que n'importe quel mythe créationniste. Alors, pour le formuler autrement, si la question est « Est-ce que la théorie de l'évolution
est supérieur au mythe créationniste sur le plan épistémique, alors la réponse est oui. Et on ne peut rien faire pour que la réponse soit autre que celle-là. Est-ce qu'un évolutionniste est supérieur en dignité à un créationniste? Non. Voyez, la réponse à la question épistémique n'implique pas une hiérarchisation entre les évolutionnistes et les créationnistes quant à leur dignité humaine. Et si on posait une autre question, est-ce qu'on doit imposer que tous les enfants apprennent la théorie de l'évolution à l'école, considérant qu'on accorde une valeur prioritaire à la connaissance scientifique, ou encore est-ce qu'on doit donner la priorité à la liberté des parents de choisir ce que leurs enfants apprennent? Ma réponse à cette question-là, c'est sans équivoque que la connaissance scientifique doit être dispensée à tous les enfants, non seulement parce que j'accorde de la valeur à la culture scientifique, mais aussi par respect pour la liberté de conscience des enfants. Il n'y a pas de vraie liberté de conscience quand quelqu'un est limité dans les apprentissages auxquels il a accès en raison des décisions d'autres personnes, fussent-elles ses parents. Malgré tout ça, il n'en demeure pas moins que c'est possible de choisir de prioriser la liberté des parents de décider pour leurs enfants. C'est impossible de rendre l'histoire d'Adam et Ève plausible sur le plan épistémique, mais c'est possible de prendre la décision politique de laisser les parents faire croire à leurs enfants qu'Adam et Ève ont existé et qu'on descend d'eux. Est-ce qu'une communauté humaine dont les membres accordent une place centrale à des mythes a la même valeur qu'une communauté humaine dont les membres accordent une place centrale à la science moderne? Vous avez certainement reconnu une question d'ordre éthique et politique, pour laquelle on pourrait établir sans problème que la réponse est oui, par rapport à toute une série de questions. Par exemple, si on se demandait si la deuxième communauté peut réduire la première en esclavage, on pourrait sans problème montrer que ce serait immoral, que les humains de la première communauté sont égaux en dignité, d'une manière qui fait que ceux de la deuxième communauté n'ont pas le droit de les réduire en esclavage. Par contre, si on veut comparer sur le plan épistémique les mythes de la première communauté avec la science, eh bien, la science est supérieure. Comprenez-moi bien, ce ne sont pas les humains de la deuxième communauté qui sont supérieurs en dignité à ceux de la première communauté. C'est la science qui est supérieure au mythe sur le plan épistémique. J'ai expliqué dans la 3e capsule de la série pourquoi il est raisonnable d'admettre la supériorité épistémique de la science. Vous pouvez y retourner si vous voulez réentendre les arguments ou encore vous pouvez vous procurer directement le livre de Sokal et Bricmont ou lire d'autres philosophes et épistémologues et scientifiques qui ont défendu cette thèse. Donc, bref, ici, j'ai voulu montrer qu'il demeure important de distinguer les questions de fait des questions de valeur. Et j'ai donné 2 raisons. Premièrement, avec les valeurs, il y a de la place pour une certaine liberté de choix, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne les faits. Deuxièmement,
il faut éviter de hiérarchiser les êtres humains selon que leurs convictions sont rationnelles ou non. Éventuellement, je vais revenir sur le problème que ça pose d'invoquer la liberté alors qu'on parle de questions de fait. Ce problème-là est notamment le fondement d'une série de problèmes posés par ce que d'aucuns appellent la théorie du genre. Pour ma part, j'appelle ça l'idéologie du genre parce que ça n'a rien d'une théorie. Mais ça, ce sera pour une autre fois.